Ben, cet exposé va aider énormément le médecin généraliste pour faire la distinction rhumatisme inflammatoire et rhumatisme dégénératif. On démarre. C'est bon? Normalement. Donc, notre exposé a certains objectifs. Déjà, il faudrait faire précocement le diagnostic de rhumatisme inflammatoire chronique. Vous allez voir que le rhumatisme inflammatoire chronique n'est pas du tout gentil avec les patients. C'est des rhumatismes généralement destructeurs qui peuvent toucher d'autres organes, qui peuvent toucher d'autres viscères. Donc, il faut savoir aussi faire la distinction avec le rhumatisme dégénératif, l'arthrose, qu'on rencontre souvent en médecine de ville. Donc, vous généralistes, vous pouvez souvent rencontrer de l'arthrose. Il faudrait faire la distinction entre ce qui est arthrite et ce qui est arthrose. Donc, faire la démarche diagnostique, c'est très important pour voir est-ce qu'on est face à un rhumatisme inflammatoire chronique et lequel. Et aussi, savoir orienter le patient au bon moment vers le rhumatologue. Donc, à travers notre exposé, on va voir un peu d'épidémio, un peu d'histoire des rhumatismes, mais aussi d'abord l'arthrose, ce que c'est, et les rhumatismes inflammatoires chroniques, ce que c'est aussi. Donc, on va voir les facteurs de risque qui exposent un rhumatisme inflammatoire chronique et aussi la démarche diagnostique, et on va conclure à la fin notre exposé. Déjà, vous avez rhuma. Rhuma veut dire le flux marin, veut dire le catarrhe, veut dire l'eau qui coule. Quand on a un rhume, on a de l'eau qui coule du nez. Ça coïncide avec des polyarthralgies. On a mal au niveau des articulations. Donc, ça rappelle un peu les rhumatismes. Rhuma, c'est un médecin grec avant, donc lors de l'époque antique. C'est un médecin grec qui était spécialisé dans tout ce qui est écoulement corporel. Donc, rhumatologie vient de rhuma. Donc, les rhumatismes, en fait, ils ont existé déjà depuis 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça a été découvert déjà sur un squelette néolithique dans la région de Normandie. Donc, les paléontologues ont découvert que les rhumatismes ont existé déjà il y a bien longtemps. Donc, un des premiers traités de médecine dans l'histoire de l'humanité, le fameux papyrus de Thèbes, donc, a relaté l'existence de rhumatisme et de maladies goutteuses dans le temps. Donc, même les pharaons ont souffert de rhumatisme. Donc, le pharaon de la 18e dynastie, mais aussi 19e et 20e, présentait une SPA, spondylarthrite ankylosante, mais aussi certains ont présenté une maladie goutteuse. Donc, Hippocrate, au 5e siècle, avant Jésus-Christ, donc, a utilisé le mot podagra, pris par le pied, pour la maladie goutteuse. Donc, il avait décrit pour la première fois la maladie goutteuse chez les sujets qui vivaient dans le faste avec une alimentation riche en viande, en protéines tous les jours et la consommation de vin. Donc, l'incidence des rhumatismes a nettement augmenté au fil du temps. Elle va augmenter encore. Les projections sont alarmantes où ça peut toucher les 78 millions d'habitants, ça rien qu'aux États-Unis. Donc, déjà, il faudrait voir ce que c'est que l'arthrose. L'arthrose, c'est une altération du cartilage articulaire. Donc, on a une altération du cartilage articulaire qui est d'origine mécanique. Sa prévalence, en fait, augmente avec l'âge. Il y a un pic de fréquence entre 40 et 80 ans. Donc, vous voyez à travers cette carte géographique, vous voyez que la prévalence de l'arthrose est plus importante dans les pays de l'Amérique du Nord, donc aux États-Unis, au Canada, mais aussi le Moyen-Orient. En fait, ça coïncide avec la prévalence de l'obésité aussi. Et vous avez aussi en Australie une forte prévalence de l'arthrose. Donc, c'est un véritable problème de santé publique dans le sens où ça concerne 242 millions d'habitants de par le monde. Donc, ça engendre un handicap, ça engendre une altération de la qualité de vie. Donc, ça peut toucher la hanche, ça peut toucher le genou, ça peut entraîner des arrêts de travail, de l'absentéisme pour les travailleurs, et ça entraîne un coût, ça entraîne des dépenses de santé très importantes. Donc, quelles sont les causes de l'arthrose? Quels sont les facteurs qui peuvent provoquer une arthrose? Déjà, on a les facteurs locaux. Donc, tout ce qui agresse le cartilage peut entraîner une arthrose avec le temps.
C'est ce qu'on appelle les arthroses secondaires. Donc, une arthrite septique peut entraîner avec le temps une arthrose, une arthrite inflammatoire, rhumatismale, donc peut entraîner avec le temps une arthrose, une arthrite goûteuse, une arthropathie microcristalline aussi, peut entraîner une agression du cartilage. Concernant les facteurs mécaniques, c'est surtout les sportifs, parce qu'ils ont des traumatismes au niveau articulaire, au niveau de leurs genoux, les footballeurs, rappelez-vous. Donc, les fractures articulaires aussi peuvent prédisposer plus tard à l'arthrose, mais aussi une chirurgie, par exemple une chirurgie du genou et tout, donc peut faire aussi une prédisposition à l'arthrose. Quand il y a aussi une déviation axiale, un génuvarum, un génuvalgum, ça peut provoquer aussi une arthrose. On a aussi les facteurs généraux. Donc, on a parlé de l'âge, donc le vieillissement, la sénescence de l'articulation entraîne aussi de l'arthrose. Vous avez aussi l'obésité, parce que vous avez une hyperpression. Donc, ça peut entraîner aussi de l'arthrose et vous avez aussi la génétique. Donc, on a des familles d'arthrosiques. Donc, l'arthrose peut concerner plus de 17% de la population générale. Elle peut toucher n'importe quel site articulaire du corps humain. Donc, ça peut toucher le rachis avec 4%. Ça touche beaucoup plus les mains et les genoux avec une fréquence de 30 à 40%. Les hanches, c'est rare chez nous. Il y a eu une étude algérienne qui a évoqué que l'arthrose est moins fréquente au niveau de la hanche, la coxarthrose, par rapport aux Américains, par exemple. Donc, c'est une question d'architecture de la hanche, donc qui est différente de la population américaine. Donc, il faudrait déjà, lorsque vous faites votre interrogatoire, déjà vous avez une orientation, vous avez une piste. En fait, c'est la douleur qui va vous orienter. Est-ce que vous êtes dans le volet mécanique ou le volet inflammatoire? Est-ce que vous êtes dans le volet arthrose ou dans le volet rhumatisme inflammatoire chronique? Donc, de prime abord, c'est la douleur. Elle est mécanique. Donc, c'est quoi une douleur mécanique? C'est une douleur qui vient volontiers la journée à l'effort et qui cède au repos. Donc, la douleur de l'arthrose peut entraîner une impotence fonctionnelle à la marche et aux gestes de la vie quotidienne. Donc, à la marche, si ça atteint les genoux, la hanche. Donc, ça peut entraîner un verrouillage matinal. Donc, on aura un blocage de l'articulation, mais il est très court, généralement moins de 30 minutes. Ça peut entraîner un épanchement articulaire, par exemple au niveau du genou. Parfois, on a un gonflement de l'articulation. Ça peut entraîner une gêne fonctionnelle, un handicap, des craquements, des dérobements. Donc, à la biologie, qu'est-ce qu'on a à la biologie? Donc, on n'a pas de paramètres, de marqueurs biologiques qui sont spécifiques à l'arthrose. Pas comme dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, on a des marqueurs qui peuvent être les facteurs rhumatoïdes ou les ACPA, on va les évoquer. Mais dans l'arthrose, il n'y a pas de marqueurs biologiques validés. Ça, il faut le retenir. Donc, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Vous avez une vitesse de sédimentation qui est calme, une CRP généralement qui est négative. Donc, le liquide synovial, si on a un gros genou, par exemple, un petit épanchement articulaire, on ponctionne, on va trouver du liquide qui est visqueux. D'accord? Donc, c'est le liquide mécanique qui évoque l'arthrose. Donc, il y a peu de cellules, donc inférieures à 2000 voire 1500 éléments par millimètre cube et peu de polynucléaires neutrophiles parce qu'il n'y a pas d'inflammation. Donc, quand on fait les radios, c'est surtout la radio qui va vous évoquer arthrose. Ne l'oubliez jamais, c'est surtout la radio. En fait, on commence par la douleur mécanique. À la radio, ça va trancher. Donc, vous avez déjà, là, vous avez une radiographie du genou de face et de profil. Vous avez l'articulation fémoro-tibiale et l'articulation sur le profil fémoro-patellaire. Déjà, on a le pincement localisé. Le pincement de l'internine articulaire, il est localisé. C'est la zone de pression. C'est la région de pression qui va être concernée par le pincement de l'interligne articulaire. Vous avez aussi les excroissances osseuses, donc c'est les ostéophytes
qui vont naître au niveau de l'articulation, ici au niveau du plateau tibial, donc c'est un ostéophyte marginal, donc c'est les fameux becs de perroquet qui évoquent fortement l'arthrose. Donc vous avez aussi l'ostéocondensation, cet aspect blanchâtre dans l'os sous-chondral, donc qui signe la cicatrice d'une inflammation locale. Donc quand il y a de l'hyperpression, l'os sous-chondral va réagir et va donner cet aspect blanchâtre, donc qui évoque l'ostéocondensation. Tous ces signes évoquent une arthrose. Là, on est devant une gonarthrose. Donc, l'évolution de l'arthrose, elle est imprévisible. Donc, il n'y a pas de facteur pronostic validé. Donc, ça, une arthrose peut, si la personne fait attention, donc ça peut bien évoluer, ça peut rester stable, comme elle peut s'aggraver. Donc, on n'a pas de facteur pronostic validé pour savoir le décours de cette pathologie. Pour les rhumatismes inflammatoires, le gros paquet. Donc, on a pas mal de rhumatismes inflammatoires chroniques. Les plus connus, vous connaissez sans doute quelques-uns. Donc, on a la polyarthrite rhumatoïde, on a le lupus érythématosystémique, on a les spondyloarthropathies. On a aussi le syndrome de Gougerot-Sjogren qui est assez fréquent, qui donne une sécheresse oculobuccale. Vous avez aussi d'autres rhumatismes inflammatoires chroniques, comme la maladie de Behçet. On est dans le bassin méditerranéen, c'est assez fréquent. Vous avez la sarcoïdose, l'arthrite réactionnelle, la maladie de Still, les vascularites, la pseudopolyarthrite rhizomélique. On va survoler ces rhumatismes. Il faut savoir d'abord l'importance d'évoquer cet exposé. Par exemple, aux États-Unis, en 30 ans, l'incidence de la polyarthrite rhumatoïde a augmenté de 20% en 30 ans et la prévalence a augmenté de 17%, pour dire l'ampleur du phénomène. Donc, vous avez le DALIS, en fait, c'est l'espérance de vie corrigée de l'incapacité. C'est un paramètre qui apprécie le nombre d'années qui pouvaient être gagnées si on n'avait pas la pathologie. Donc, ça a augmenté en 30 ans, donc pour dire que la morbidité est très importante dans la polyarthrite rhumatoïde. 50% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde arrêtent leur travail au bout de 10 ans. Donc, il y a aussi un retentissement sur le plan économique. Donc, il est très important pour le médecin généraliste, un maillon dans la chaîne qui est très important pour le diagnostic précoce et pour la prise en charge initiale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quels sont les facteurs de risque pour les rhumatismes inflammatoires chroniques? Donc, il faudrait la rencontre de 3 faisceaux pour voir la naissance d'un rhumatisme. Vous avez le faisceau génétique, il faudrait une prédisposition génétique. Donc, par exemple, dans la SPA, on a le HLA-27. Dans la polyarthrite rhumatoïde, le HLA-DR3 et 4, mais ce n'est pas un paramètre obligatoire. Donc, vous avez aussi le faisceau immunitaire quand il y a un dérèglement de l'immunité, surtout les facteurs immunitaires qui peuvent être entraînés dans la tolérance du soi. Donc, vous avez aussi le faisceau environnemental. Donc, quand on prend des médicaments ou bien quand on a un environnement hormonal particulier, lorsqu'on est exposé au tabagisme ou à certaines infections, donc, on peut aussi provoquer la naissance d'un rhumatisme inflammatoire chronique. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est vérifié. Donc, le tabagisme est un facteur de risque très important sur une prédisposition génétique, c'est clair. Donc, les hormones aussi, c'est très important. C'est très bien dans la polyarthrite rhumatoïde. Lors d'une grossesse, généralement, elle rentre en rémission. Il y a aussi une bactérie qui a été isolée au niveau de la cavité buccale, de la gencive surtout, qui sont responsables de parodontite, c'est le Porphyromonas gingivalis, donc qui est un facteur de risque aussi de genèse de la polyarthrite rhumatoïde. Pour les facteurs de risque de la spondyloarthrite ankylosante, il y a l'ethnie. On sait que les Esquimaux font beaucoup de SPA. Donc, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est une pathologie aussi qui prédomine chez l'homme. Et il y a des formes familiales. Donc, on a volontiers des formes familiales, père, fils, grand-père, donc qui font des SPA. La spondylarthrite ankylosante peut naître aussi après une infection, surtout l'infection génitale, la chlamydia trachomatis, sur prédisposition génétique. On a trouvé que la HLA-27 pouvait être présente dans 80% des cas, ou bien après une infection
digestive à Shigella et à Salmonelle. Donc, on aura au bout de 4 semaines une arthrite réactionnelle à cette infection, mais dans un tiers des cas, cette arthrite réactionnelle peut évoluer vers une spondylarthrite ankylosante. Donc aussi, dans les spondyloarthropathies, on trouve certaines pathologies associées à ces dernières, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Vous avez aussi le psoriasis et l'uvéite antérieure, donc l'inflammation de l'UV. Comment faire la démarche diagnostique? Déjà, le premier symptôme peut être une arthrite, un gonflement d'une articulation. Vous pouvez avoir une douleur, juste une douleur d'une articulation, des rachialgies, des lombalgies. Vous allez voir quel caractère elles peuvent avoir, ces douleurs. Aussi, on peut avoir des anthésalgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau des anthèses, les talons. Donc, les talons, c'est l'anthèse par excellence, donc l'anthèse achilléenne ou calcanéenne, donc qui peut révéler un rhumatisme inflammatoire chronique. Vous avez aussi la face antérieure des genoux, vous avez aussi au niveau des ischions, au niveau des grands trochantères, tout ça, c'est les anthèses. Donc, la douleur et le maître symptôme, c'est une douleur qui est inflammatoire. C'est quoi une douleur inflammatoire? C'est une douleur plutôt nocturne. Elle réveille le patient la deuxième partie de la nuit et ça entraîne un verrouillage matinal qui est très lent. Donc, généralement, ça dépasse une demi-heure, ça peut couvrir carrément toute une journée. Contrairement à la douleur de l'arthrose, c'est une douleur qui est mécanique. Elle survient à l'effort et c'est de repos. Elle est plutôt diurne, c'est la journée quand on fait des efforts, et elle entraîne un petit dérouillage matinal. Donc, il faut retenir devant si vous suspectez un rhumatisme inflammatoire chronique, généralement, c'est des douleurs qui sont inflammatoires avec des réveils nocturnes et un verrouillage matinal qui est très lent. Il faudrait poser la question à votre patient s'il y a des antécédents personnels de psoriasis, de maladies inflammatoires intestinales, d'uvéite ou d'infection. Aussi, s'il y a dans la famille des spondyloarthrites ankylosantes, le psoriasis aussi, surtout chez les ascendants, les parents. Donc, aux prises de médicaments, c'est surtout dans le lupus érythémateux systémique. Il faut savoir aussi qu'il y a des rhumatismes selon le terrain, selon le genre. Donc, vous avez chez la femme, ce n'est pas une règle, hein, mais généralement, la polyarthrite rhumatoïde se déclare chez les jeunes. Donc, comme les sujets, les femmes d'âge moyen, entre 40 et 60 ans. Donc, mais le lupus, c'est la caractéristique de la jeune fille. Avant, on l'appelait la maladie tueuse des jeunes filles. Donc, c'est un rhumatisme qui touche tous les systèmes, pratiquement, les viscères, il donne des sérites, il touche le cœur, le poumon, le sang. Donc, c'est un rhumatisme inflammatoire dont il faut se méfier. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, généralement, elle touche la femme entre 40 et 60 ans et ça peut s'exprimer par une polyarthrite distale des extrémités des mains et des pieds. Donc, et vous avez aussi le syndrome de Gougerot-Sjogren qui est fréquent, surtout chez la femme en périménopause et qui entraîne volontiers des polyarthralgies inflammatoires. Et au premier plan, vous avez le syndrome sec. Vous avez la sécheresse oculo-buccale. La spondylarthrite ankylosante peut toucher aussi les femmes, beaucoup moins par rapport aux hommes. Et plus de 50 ans, sujet âgé, donc vous avez généralement la pseudopolyarthrite rhizomélique. Donc c'est l'apanage surtout du sujet âgé. C'est un rhumatisme inflammatoire qui touche les racines des membres, à savoir la ceinture pelvienne et scapulaire. Chez les hommes, beaucoup moins de polyarthrite rhumatoïde, beaucoup moins de lupus, donc on a peu de lupus masculin, mais beaucoup de SPA, donc de spondylarthrite ankylosante. Donc c'est l'apanage aussi du sujet jeune, donc en 30 et 40 ans, et vous avez aussi la pseudopolyarthrite rhizomélique chez ce sujet âgé. Déjà, le terrain peut vous orienter vers un rhumatisme, tel ou tel rhumatisme. Comment faire votre interrogatoire? Déjà, il faudrait rechercher le nombre d'articulations douloureuses. Est-ce que c'est une monoarthrite? Monoarthrite, attention, il faut se méfier. Devant une monoarthrite, il faut éliminer surtout le septique. Donc, vous avez oligoarthrite jusqu'à 3 articulations, ou est-ce que c'est une polyarthrite au-delà de 3 articulations concernées? Il faut rechercher la topographie. Est-ce que c'est les grosses articulations, les petites articulations? La polyarthrite adore les petites articulations. Donc, adore au départ donc, tout ce qui est extrémité des mains et des pieds.
Est-ce que c'est les ceintures pelviennes et ceintures scapulaires? Donc, c'est ici, vous avez la pseudopolyarthrite rhizomélique, surtout si vous avez un sujet âgé. Est-ce qu'il y a une atteinte rachidienne? On sait très bien que la polyarthrite rhumatoïde n'est pas intéressée par le rachis, sauf pour le rachis cervical, quand c'est une PR assez avancée, donc elle touche l'articulation C1, C2. Donc, le rachis, c'est surtout la spondyloarthrite ankylosante ou bien les autres spondyloarthropathies. Donc, est-ce qu'il s'agit d'atteintes qui sont symétriques comme dans la polyarthrite rhumatoïde ou asymétriques, donc comme dans les spondyloarthropathies, voire l'ancienneté, est-ce que c'est aigu chronique? Moins de 1 mois, c'est aigu, plus de 3 mois, c'est chronique. Donc, et le contexte, est-ce que ça a survenu après une infection? Donc, pour l'arthrite réactionnelle, 4 semaines après une infection, on pense à l'arthrite réactionnelle. Est-ce que ça a survenu après prise médicamenteuse, comme dans le lupus médicamenteux? Donc, et rechercher les signes associés, c'est-à-dire s'il y a eu fièvre, signes généraux, des signes cutanés. Donc, quand vous voyez vos articulations, vous allez trouver les signes cardinaux de l'inflammation, à savoir gonflement, chaleur locale, impotence et œdème. Donc, on peut voir selon le contexte, selon la pathologie dont on évoque, les doigts en fuseau dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez le gonflement des articulations, des interphalangiennes proximales et des métacarpophalangiennes épargnant les interphalangiennes distales. Donc, on peut avoir un gros genou, par exemple, dans une spondylarthrite ankylosante. Elle peut se déclarer par une arthrite d'un genou ou bien d'une cheville ou bien un orteil en saucisse. C'est la dactylite. Un orteil en saucisse ou bien un doigt en saucisse. Donc, vous aurez carrément l'atteinte de toutes les articulations, à savoir IPD, interphalangienne distale, proximale et métatarsophalancienne dans ce cas de figure. Donc, devant tout gonflement d'une articulation, un épanchement, il faudrait le ponctionner. Il faudrait retirer le liquide et l'analyser pour confirmer est-ce que c'est plus inflammatoire. Donc, l'examen des membres aussi, il faudrait rechercher s'il y a des déformations qui peuvent vous évoquer tel ou tel rhumatisme. Donc, comme dans la polyarthrite rhumatoïde où vous avez les doigts en col de cygne ou en boutonnière. Aussi, il faut apprécier l'amplitude articulaire. Donc, est-ce qu'il y a eu un retentissement très important sur la fonction de l'articulation? Il faut aussi examiner le rachis. Si vous avez des plaintes au niveau rachidien, avec le fameux signe de l'indice de Schaubert, mais aussi explorer les sacroiliaques, les articulations sacroiliaques dans les spondylarthropathies. C'est très important, le signe du trépied, le rapprochement, l'écartement, le ménène. Donc, tout ça, il faudrait le faire. Donc, attention, il faudrait compléter l'examen de façon exhaustive, rechercher s'il n'y a pas de fièvre devant une monoarthrite, attention à l'endocardite d'Osler, donc, et aussi éliminer toute urgence. Donc, et rechercher les signes extra-articulaires. Donc, les signes extra-articulaires cutanés sont très importants. Le phénomène de Raynaud, cet aspect bleu des mains, parfois des orteils aussi, et qui s'annonce lorsqu'il y a du froid ou de l'émotion. Vous avez l'érythème malaire dans le lupus érythématosystémique. Vous avez le livedo reticularis qu'on voit dans le lupus et le syndrome des antiphospholipides. Et vous avez le psoriasis ou bien cette sclérodermie, donc avec la disparition des rides du front et cette microstomie qu'on voit volontiers dans la sclérodermie. Aussi, donc, l'atteinte oculaire, est-ce qu'il y a une uvéite comme dans la SPA? Est-ce qu'il y a une sécheresse? Vous avez ici le test de Schirmer. Donc, est-ce qu'il y a une sécheresse oculaire ou buccale? Donc, tout ça est très important. Est-ce qu'il y a des ulcérations au niveau de la bouche ou bien une aphthose qui évoque une maladie de Crohn ou bien une maladie de Behçet, surtout si elle est bipolaire au niveau des organes génitaux aussi. S'il y a une parodontite, un déchaussement des dents qui évoque aussi une sécheresse buccale dans le syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc, il faudrait fouiller aussi les autres viscères. Si vous êtes, par exemple, devant la piste d'un lupus érythématosystémique, le cœur, le CG, rechercher s'il n'y a pas d'épanchement épicardique, aussi le poumon, s'il n'y a pas de sérite, s'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, du parenchyme, une atteinte interstitielle, mais aussi au niveau digestif, si le cas se présente donc une diarrhée par exemple chronique, il faudrait faire une coloscopie aussi s'il n'y a pas d'ictère dans les polyarthrites fébriles qui peuvent évoquer une hépatite.
Donc, et aussi un examen lymphoganglionnaire. Donc, il faudrait faire un examen radiographique, un bilan inflammatoire, donc à savoir une vitesse de sédimentation, une CRP, une formule sanguine, fibrinogène et l'électrophorèse des protéines. Il faudrait étudier le liquide synovial, faire un bilan infectieux si le cas se présente, faire d'autres outils d'imagerie, il faut utiliser d'autres outils d'imagerie comme l'échographie. Donc, et faire le bilan immunologique. On va voir le bilan immunologique par la suite. Donc, le liquide synovial, il est de type inflammatoire, il est très fluide, il est jaune citrin, parfois trouble. Donc, ça évoque de façon macroscopique le rhumatisme inflammatoire. Là, c'est pour distinguer, vous avez à votre gauche, je crois, le mécanique, donc il est Rivalta négatif, peu de protéines, et vous avez peu de cellules. Donc, alors que l'inflammatoire, beaucoup de cellules et beaucoup de protéines. Donc, la CRP, la norme, il faudrait qu'elle soit inférieure à 6. Plus de 6, donc on est peut-être devant un syndrome inflammatoire biologique. Ça, c'est pour vous rappeler juste les normes. Donc, vitesse de sédimentation, nous, on se conforme à ça. Donc, l'homme, 1 sur 2 et femme, H plus 10 sur 2. Donc, ça, c'est juste pour vous orienter. Donc, le bilan immunologique, donc chaque pathologie rhumatismale inflammatoire chronique a son empreinte. Donc, c'est comme tout criminel, il laisse ses empreintes. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, on a les fameux ACPA, les anticorps antipeptides citrulinés. Donc, qu'on peut trouver, ils sont positifs dès le départ, dès le début de la maladie. Vous avez les facteurs rhumatoïdes aussi, donc que vous pouvez trouver positifs dans la polyarthrite rhumatoïde. Le lupus érythématosystémique, vous avez les facteurs antinucléaires qui sont fortement positifs, à 1 millième généralement, et les anticorps, il y a une spécificité, les anti-DNA, les anti-SM peuvent être positifs. Le Gougerot-Sjogren, les fameux anti-SSA, anti-SSB, le HLA-27 n'est pas une règle pour le diagnostic du SPA, mais il est souvent, ça peut apporter un atout pour le diagnostic. Ça rentre même dans les critères de classification. Et vous avez les vascularites, c'est les ANCA. Donc, on fait les radiographies et on peut trouver dans la polyarthrite rhumatoïde, lorsqu'elle débute, cette fameuse érosion de la tête de la métatarsophalancienne qu'on voit ici. Vous avez l'érosion de la tête de la métatarsophalancienne. Ça, c'est pratiquement spécifique à une polyarthrite rhumatoïde qui débute. Ici, vous avez les signes cardinaux radiographiques d'une pathologie inflammatoire et particulièrement une polyarthrite rhumatoïde. Le pincement de l'internine articulaire, il est global, contrairement à l'arthrose qui est localisée. Donc, il concerne toute l'articulation. Vous avez une déminéralisation osseuse, car il y a de l'inflammation. Vous avez une érosion au niveau articulaire, donc il y a un rhumatisme inflammatoire qui est en train de grignoter notre articulation. Donc ça, c'est typique d'une polyarthrite rhumatoïde. Dans les spondyloarthropathies, on a l'atteinte des sacroiliaques. Vous avez ici une sacroiléite avec cette ostéocondensation, aussi un pseudo-élargissement, donc un aspect flou de l'interligne, et vous avez les fameux syndesmophytes. Ça évoque une spondylarthrite ankylosante. Donc, quelle est la frontière en fait entre les deux, entre rhumatisme inflammatoire et dégénératif? Vous avez la douleur, vous avez vu mécanique inflammatoire, déjà d'emblée, vous avez la route à prendre. Donc, les signes inflammatoires cliniques et le verrouillage matinal qui est lent dans tout ce qui est mécanique, inflammatoire, pardon, et court dans ce qui est mécanique. Les manifestations extra-articulaires, ça va être surtout dans le volet rhumatisme inflammatoire chronique. Le syndrome inflammatoire biologique dans le rhumatisme inflammatoire chronique. Le bilan immuno, donc qui peut être positif, et vous avez les radios. Donc, vous avez vu la différence entre radio-arthrose et radio de tout ce qui est inflammatoire. En fait, les frontières entre l'arthrose et l'arthrite sont bien évidentes, vous l'avez vu, mais elles s'associent seulement pour aggraver le rhumatisme. Donc, ça peut être associé. Vous avez vu que c'est un facteur de risque, le rhumatisme inflammatoire, pour tout ce qui est arthrose. Donc, pour conclure, il faudrait une bonne démarche diagnostique. Vous êtes la clé du diagnostic précoce, vous, généraliste. Pour repérer un rhumatisme inflammatoire chronique, l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen paraclinique, l'orientation doit se faire de façon exhaustive pour éviter des conséquences fâcheuses pour le patient. Et il faudrait un travail de partenariat entre médecins généralistes et rhumatologues, rien que pour une prise en charge optimale pour nos patients. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.